Si vous étiez pris au piège dans un immense labyrinthe de maïs avec un groupe de tueurs mortels à vos trousses, que feriez-vous? Ces psychopathes ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne vous auront pas écorché vif. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les récolteurs de peau dans Fear Farm. Cet étudiant va se faire arracher la chair du corps. Brandon est en train de se détendre dans sa chambre et d'envoyer des SMS à sa petite amie, quand il commence à être d'humeur plutôt chaude. Il tend la main vers son flacon de lotion, mais elle fait tomber de sa table de chevet et tente de l'attraper, quand soudain, une main surgit d'en dessous de son lit et s'agrippe à son poignet. Terrifié, il recule d'un bond et constate avec soulagement qu'il ne s'agissait que de sa petite amie Wendy. Elle était cachée sous son lit pendant tout ce temps, et elle le taquine en lui demandant ce qu'il s'apprêtait à faire. Mais le garçon préfère ne pas répondre. Brandon est plutôt intéressé à la voir enlever son uniforme de pom-pom girl, et la jeune fille le pousse sur le lit. Mais avant qu'il n'aille trop loin, la mère de Brandon fait irruption dans la pièce. Paniqués, ils arrêtent rapidement ce qu'ils faisaient et l'étudiant exige de savoir ce qu'elle fait ici. La mère explique que ses amis sont arrivés, et Rustin entre dans la chambre pour taquiner le couple qui a été interrompu. Sa sœur Mélanie les rejoint sur le lit, et quand Wendy lui montre une vidéo qui est coupée par une publicité pour un labyrinthe de maïs axé sur l'horreur et appelé Fear Farm, la jeune fille insiste pour qu'il l'essaie puisqu'ils font tout le temps la même chose. Mais Rustin refuse d'y aller. Les autres lui demandent pourquoi, et il explique que des gens ont été tués là-bas. Ça peut sembler ridicule, mais il révèle qu'il y a 15 ans, une secte satanique a sacrifié une fille, et que quand la police est arrivée, tout ce qu'elle a retrouvé, c'est un lambeau de peau qui avait été pelé du corps de la victime. Mélanie insiste pour qu'ils y aillent tous, et à contre-cœur, son frère accepte. Ils quittent la maison et montent dans la voiture de Rustin. À leur grande surprise, Mélanie glisse un couteau dans sa chaussure, et elle explique que c'est pour se protéger. C'est plutôt une bonne idée, et le groupe se rend au labyrinthe de maïs sans se douter qu'ils seront traqués par 8 tueurs implacables. Arrivés à Fear Farm, ils se dirigent vers l'entrée où un membre du personnel leur demande de remettre leur téléphone portable avant d'entrer dans le labyrinthe. Ils sont également informés qu'ils devront tous porter un tampon pour des raisons de sécurité. En se dirigeant vers le labyrinthe, les amis sont contrôlés pour leur tampon, quand soudain, Mélanie déclenche une alarme. Elle remarque que son tampon est différent des autres. Confuse, elle retourne voir l'employé et lui demande ce qui se passe. Il lui explique que ce tampon n'est donné qu'à l'heureux 10 millième visiteur. Ça signifie qu'elle a un accès exclusif au labyrinthe VIP. Et tout à coup, un homme arrive en pick-up. Herschel se présente comme le propriétaire de Fear Farm, et le blond lui demande ce qu'il y a de si spécial avec l'expérience VIP. L'homme explique rapidement que le labyrinthe VIP est spécial, et il les invite tous à y participer, en leur promettant de leur donner 5 000 $ s'ils le terminent en 2 heures. Ça semble incroyable, mais l'homme augmente la mise en insistant qu'il leur donnera 10 000 $ s'ils le terminent en moins d'1 heure. Choqué, le groupe décide rapidement d'accepter son offre, mais ils ne se doutent pas qu'il s'agit là de leur plus grosse erreur. Ok, c'est déjà une très mauvaise idée. Le groupe sait déjà qu'une secte satanique a tué quelqu'un sur cette propriété il y a 15 ans, et comme il s'agit manifestement d'une ferme familiale, il est impossible que les propriétaires ne soient pas au courant de ce fait. Participer à des activités touristiques avec des centaines d'autres personnes est une chose, mais être pris à part et se voir offrir 10 000 $ pour essayer un labyrinthe VIP ressemble à un scénario qui se transformera en cauchemar. La première chose à faire est de réfléchir à l'aspect pratique de ce qu'il vient de nous dire. L'homme nous a expliqué que chaque saison, leur 10 millième visiteur peut profiter de leur labyrinthe VIP. Ça signifie clairement qu'ils ont réservé des dizaines d'hectares de leur propriété pour le divertissement d'une seule personne une fois par an. Ça n'a aucun sens d'un point de vue économique. Et si on ajoute à ça le fait qu'il nous offre 10 000 $ pour finir le labyrinthe en 1 heure, il s'agit certainement de l'accord le plus inégal que j'ai jamais entendu. C'est incroyablement suspect et compte tenu de tous ces éléments, nous devons supposer que ces agriculteurs tirent de notre participation un profit que nous ne soupçonnons pas encore. L'autre gros signal d'alarme, c'est que les visiteurs ne sont pas autorisés à apporter leur téléphone. Et si c'était moi, je serais rentrée chez moi rien qu'à cause de ce seul détail. La vérité, c'est que pour un simple lieu touristique axé sur la famille, il n'y a aucune raison de demander à ce que les clients abandonnent leur téléphone. Si le groupe était attentif, il se rendrait compte qu'il s'agit d'un immense labyrinthe de maïs d'au moins 40 hectares et qu'il est très probable qu'il se perde à un moment ou à un autre. Avoir son téléphone sur soi pourrait être le seul moyen de demander de l'aide. Donc s'ils insistent pour les confisquer, il est raisonnable de penser qu'ils ont quelque chose à cacher. Il y a peut-être quelque chose dans leur labyrinthe qu'ils ne veulent pas que nous filmions. C'est pourquoi si nous étions toujours intéressés par le Grand Prix, j'insisterais secrètement auprès de mes amis pour que nous mentions aux fermiers, en leur disant que nous sommes en pleine désintoxication des médias sociaux et que nous avons laissé nos téléphones à la maison. De plus, selon leur dire, il s'agit là d'une petite entreprise familiale. Mais en réalité, ce labyrinthe est presque 2 fois plus grand que le plus grand labyrinthe de maïs officiel du monde. Ce n'est pas rien, et le fait de pouvoir se vanter d'être le plus grand labyrinthe de maïs augmenterait considérablement les ventes de billets. Du coup, le fait que ce n'est indiqué nulle part est extrêmement suspect.
Le pire, c'est que généralement, ce genre de Grand Prix sert à attirer le plus de clients possible dans une attraction. Mais pour une raison inconnue, ces fermiers font exactement le contraire. Quand ils ont appris que la jeune fille était la 10 000e cliente, ils ont escorté le groupe à l'écart du public avant d'expliquer quoi que ce soit au sujet de la récompense. C'est un peu comme s'ils essayaient de cacher quelque chose d'illégal. Quand on y réfléchit bien, il est clair que nous ne devrions pas accepter l'offre de cet homme à moins que nous ne sachions tout sur ce labyrinthe VIP. Le groupe monte dans le pick-up et Herschel les emmène à toute vitesse vers le labyrinthe VIP. Mais ils s'arrêtent devant des personnes déguisées en monstres. Le propriétaire demande aux amis de leur tirer dessus avec des fusils et le groupe se dépêche d'appuyer sur leurs gâchettes, les bombardant de billes de paintball avant de s'en aller. Ils s'amusent comme des petits fous pendant qu'on les emmène au départ du labyrinthe VIP. Le propriétaire explique qu'il y a 5 façons différentes d'entrer dans le labyrinthe de maïs et que certaines sont plus longues que d'autres. Mélanie demande s'ils sont autorisés à se séparer et elle fait remarquer à ses amis qu'ils auront plus de chances de gagner en explorant un plus grand nombre de passages. Le propriétaire approuve ce plan et il précise qu'ils sont libres d'entrer seuls ou en groupe. C'est alors que Rustin demande si l'histoire de la secte est vraie. Herschel insiste sur le fait qu'elle n'est que pure invention et qu'il n'y a rien de louche sur ces terres. Mais si le groupe est trop effrayé, ils peuvent toujours essayer le labyrinthe normal. Mélanie convainc alors les autres d'explorer le labyrinthe VIP en leur rappelant que c'est de l'argent facile. Et les autres sont d'accord. Ce point étant réglé, le propriétaire les avertit de ne pas prendre le chemin du milieu, insistant sur le fait que c'est le chemin le plus long. Ils acceptent de suivre son conseil, mais Rustin reste nerveux, se rappelant de l'histoire de la secte. Frustré, le propriétaire fait remarquer qu'un enfant a déjà terminé ce labyrinthe, et Mélanie se moque de son frère qui a peur. Ça met Rustin en colère, et ce dernier lance un défi à ses amis pour déterminer qui sera le premier à terminer le labyrinthe. Le groupe se sépare et entre dans le labyrinthe, laissant le propriétaire tout seul et sans se douter qu'ils se dirigent tous tout droit dans un piège mortel. Plus tard dans le labyrinthe, alors que Wendy cherche la sortie, un fantôme en tissu surgit soudain du champ de maïs. Mais ce n'était qu'un membre du personnel. C'est plutôt minable comparé à ce que le groupe a vu plus tôt. Mais Wendy continue d'avancer, déterminée à remporter le prix. Pendant ce temps, Rustin marche dans le labyrinthe quand il voit passer un homme masqué. C'est la première chose effrayante qu'il ait vue, et quand il cherche à savoir où est passé le gars, Rustin ne trouve qu'un chemin vide. Il s'apprête à faire demi-tour quand il aperçoit l'homme au loin qui se tient immobile, et quand il regarde à nouveau, l'épouvantail est juste devant lui. Surpris, il tente d'engager la conversation avec l'employé, mais n'obtient aucune réponse. Frustré, il s'éloigne en insultant l'étranger et continue à chercher la sortie. Ok, ces jeunes sont en train de faire une énorme erreur. Ils viennent d'entrer dans le labyrinthe de maïs VIP et se sont séparés pour s'assurer que l'un d'entre eux prenne le chemin le plus court. De cette façon, si l'un d'entre eux parvient à terminer en moins d'1 heure, il obtiendra les 10 000 $ et les partagera avec les autres. C'est une bonne stratégie, mais si le groupe avait bien écouté, il se serait rendu compte qu'il tombait tout droit dans un piège. Tout d'abord, je dois souligner que ce n'était même pas leur idée. Le fermier leur a dit qu'il y avait 5 chemins et que certains étaient plus courts que d'autres. Se séparer pour trouver le moyen le plus facile de gagner 10 000 $, c'est une stratégie tellement évidente qu'on ne peut pas prétendre que les fermiers n'y ont pas pensé avant nous. Ils savaient que quelqu'un allait proposer ça, et c'est extrêmement dangereux. Si nous avons des raisons de croire que ces gens sont une famille de sectaires adorateurs de Satan, la dernière chose que nous voudrions, c'est être seuls pendant 2 heures et de prendre des décisions prévisibles pour qu'ils nous contrôlent. La deuxième chose à souligner, c'est que quand Rustin a interrogé l'homme sur la secte dont il avait entendu parler dans les journaux, l'homme n'a même pas abordé la question dans sa réponse. Il a littéralement éludé le sujet en leur disant qu'il s'agissait simplement d'une ferme familiale et qu'une fille de 12 ans pouvait terminer le labyrinthe en moins de 2 heures. Pour une raison ou une autre, le groupe a simplement accepté cette réponse pour rassurer ses inquiétudes. Et c'était une énorme erreur. Quiconque se montrant aussi diplomate sur une question aussi sérieuse a eu beaucoup d'expérience en la matière, et ça ne fait que renforcer notre méfiance à son égard. La plupart des grands labyrinthes exigent que les enfants soient toujours sous la surveillance d'un adulte. Par ailleurs, les billets sont toujours vendus aux personnes âgées de 18 ans et plus. Cet homme est en train de mentir, et c'est un autre signe alarmant qu'ils auraient dû voir à des milliers de kilomètres. Le fait d'être sélectionné au hasard pour un labyrinthe de maïs VIP et de se voir confisquer son téléphone est déjà assez suspect. Alors laissez planer l'incertitude sur la possibilité que ces fermiers nous sacrifient à Satan n'est pas quelque chose que je suis prête à laisser en suspens. C'est pourquoi si c'était moi, je m'assurerais de connaître le visage de chacun des membres de leur famille avant d'accepter de jouer. Cette information serait utile parce que si des activités perverses se passent dans cette partie secrète de la ferme, alors il est très peu probable qu'ils utilisent des employés pour gérer le labyrinthe VIP. Ça signifie que si nous croisons des membres du personnel dans le labyrinthe, nous pourrons immédiatement déterminer qu'il s'agit d'un membre de la famille ou d'un simple employé, ce qui nous permettra de savoir si notre vie est en danger ou pas. S'il se trouve que nous ne voyons que des membres de la famille à l'intérieur du labyrinthe, c'est un signe évident que la situation est sur le point de dégénérer, et nous devrions suivre leurs mouvements avec une attention toute particulière. Nous voulons être sûrs de terminer ce labyrinthe le plus rapidement possible, et bien qu'il semble logique de se séparer, ce n'est pas la décision la plus intelligente à prendre.
Chaque parcours sera difficile et il faudra beaucoup de chance pour choisir la bonne direction, parce que si vous vous trompez, vous risquez de passer beaucoup trop de temps à revenir sur vos pas. C'est pourquoi si c'était moi, je refuserais de me séparer et j'insisterais pour que nous allions tous les 4 dans la même direction. Mais à chaque fois que nous rencontrerions une bifurcation, une personne l'explorerait pendant que les autres poursuivraient leur chemin. Cette stratégie serait beaucoup plus efficace, parce que si cette personne se retrouve dans une impasse, les autres auront déjà pris la bonne direction, ce qui fera gagner du temps à tout le monde. Le joueur qui aura pris du retard pourra facilement les rattraper, parce que ses amis qui le précèdent pourraient laisser des marques pour lui indiquer la direction dans laquelle ils ont marché. Répéter cette stratégie est bien plus efficace que de laisser chacun explorer son propre itinéraire. Et comme nous ne savons pas si ces fermiers sont dangereux ou non, la sécurité par le nombre est une idée bien plus intelligente. Ces gosses ignorent tous les signes de danger, et bientôt, ils vont se faire tuer. Plus tard le même jour, Mélanie se dirige vers une passerelle surélevée à la recherche d'une sortie. Mais il n'y a rien. La jeune fille ne peut même pas apercevoir ses amis, et elle essaie de les appeler en espérant qu'ils répondront. Mais elle n'obtient aucune réponse. Il n'y a personne à proximité. Le groupe n'a pas réussi à sortir, et ils sont tous bloqués jusqu'à la tombée de la nuit. Dans une autre partie du labyrinthe, Brandon marche sur le chemin quand une femme blonde tenant une machette s'approche de lui, et elle commence à le draguer. Ignorant ses avances, il demande le chemin de la sortie, mais la femme insiste sur le fait qu'elle ne peut pas donner d'indice, et elle suggère ensuite qu'ils prennent du bon temps ensemble. Elle se jette pratiquement sur Brandon, mais il la rejette en insistant sur le fait qu'il est déjà pris. Son plan ayant échoué, la femme lui met un coup de machette dans la jambe, et le jeune homme panique en exigeant de savoir ce qui se passe. Mais elle se contente de lui dire de s'enfuir avant qu'elle ne finisse de compter jusqu'à 10. Réalisant que sa vie est en danger, Brandon s'enfuit en boitant aussi vite qu'il le peut, sans savoir où se diriger et sans savoir qu'il n'y a aucun moyen de s'enfuir de Fear Farm. Pendant ce temps, Mélanie court dans le labyrinthe quand elle aperçoit un homme énorme tenant une tronçonneuse. La jeune fille est choquée de voir à quel point il est effrayant, mais elle continue à marcher en pensant que c'est juste pour le spectacle. S'approchant du géant, Mélanie tend la main pour toucher son masque et elle s'aperçoit que le fil de fer barbelé sur sa tête est réel. L'homme lui donne un coup de tête, la faisant tomber par terre, et il brandit sa tronçonneuse alors qu'elle tente de s'échapper. Il est clair que l'homme veut la blesser, alors Mélanie fait semblant de se rendre et saisit discrètement son couteau. Mais au moment où elle le sort, l'homme lui donne un coup de pied. La jeune fille tente d'attraper le couteau, mais l'homme frappe le sol avec sa tronçonneuse, l'empêchant ainsi de s'emparer de l'arme. C'est terrifiant, et la jeune fille se remet debout, élaborant un plan pour s'échapper. Elle contourne l'homme en se roulant par terre pour ramasser son couteau, puis le taillade dans la jambe et lui donne un coup de pied avant de sprinter le long du sentier. Mélanie sait qu'il va la poursuivre, et une fois qu'elle est hors de vue, elle se cache dans le champ de maïs. La jeune fille ne peut que retenir son souffle quand le géant commence à couper les plants avec sa tronçonneuse, mais il ne la repère pas. Et il s'éloigne rapidement, laissant la jeune fille toute seule. Ok, nos pires soupçons se sont réalisés. On s'est tous séparés, on n'a pas de téléphone, il fait nuit, et maintenant il y a des fermiers tueurs qui nous poursuivent à travers des dizaines d'hectares dans un labyrinthe de maïs. Quand on voit un homme tenir une putain de tronçonneuse en marche, il est évident qu'il n'est pas seulement là pour nous effrayer, mais aussi pour nous tuer. À ce stade, il ne fait aucun doute que nous devrions sortir d'ici, mais au lieu de ça, cette fille a décidé de s'approcher de l'homme et de toucher son masque. C'est incroyablement stupide, et si c'était moi, j'aurais été suffisamment effrayée pour commencer à courir dans la direction opposée en gardant un œil sur lui jusqu'à ce qu'il soit parti. À chaque fois que vous êtes devant un inconnu, la chose la plus intelligente à faire est de mesurer la menace et d'évaluer ses faiblesses. Même si tout vous dit que vous êtes dépassé, il y a toujours quelque chose dont vous pouvez tirer parti. Dans le cas présent, cet homme est très grand, musclé et il manie une tronçonneuse très lourde. Il est donc beaucoup plus lent que nous, et c'est la première chose que nous devons utiliser contre lui. Il porte également un masque complet, avec des fentes très étroites pour les yeux, ce qui compromet sérieusement sa vision et nous aidera à nous cacher de lui si nécessaire. En gardant ça à l'esprit, une fois que j'aurai tourné au coin et que je serai hors de son champ de vision, je commencerai à sprinter sur le chemin adjacent à toute vitesse avant de plonger dans les champs de maïs. Le temps que ce géant à la tronçonneuse tourne au coin, nous aurons disparu. Et comme son masque limite sa vision, il lui sera difficile de chercher des traces pour savoir où je suis allée. À partir de là, nous pourrons lentement nous frayer un chemin à travers le champ de maïs jusqu'au bord du labyrinthe. Et comme nous n'avons pas notre téléphone, nous devrons utiliser la lune pour savoir dans quelle direction nous diriger. Une chose intéressante, c'est que comme la lune reflète la lumière du soleil, sa face éclairée indique toujours l'endroit où se trouve le soleil. Maintenant, nous savons déjà que nous sommes dans l'hémisphère nord. Par conséquent, si on trace une ligne entre les pointes d'un croissant de lune et qu'on poursuit cette ligne en direction de la Terre, ce point sur l'horizon indiquera le sud. Par exemple, si nous savons que nous avons voyagé vers le nord pour atteindre la ferme et que nous avons tourné à droite dans le parking, nous savons que notre voiture est à l'est. Et par déduction, la lune peut nous indiquer dans quelle direction marcher. Dans une autre partie du labyrinthe, Brandon tente toujours d'échapper à la femme psychotique, mais celle-ci le rattrape rapidement et sort une seringue de sa botte. Le jeune homme se retrouve soudain bloqué par le géant et Brandon tente de faire demi-tour, mais la blonde lui saute dessus et le neutralise.
Sa victime capturée, elle confronte le cinglé à la tronçonneuse et lui demande pourquoi il n'est pas en train de poursuivre sa victime. À contre-cœur, le géant explique à sa sœur qu'il a perdu la trace de Mélanie, ce qui la rend furieuse. Remarquant qu'il est bouleversé, elle s'excuse auprès de son frère et dit à l'homme de ramener Brandon au laboratoire. Elle se chargera de retrouver Mélanie pour lui, et elle se lance à la recherche de la jeune fille. Pendant ce temps, Rustin marche dans le labyrinthe quand il entend quelqu'un derrière lui. Il se rend compte qu'un homme habillé comme un fantôme l'a suivi. Rustin essaie de plaisanter avec ce membre du personnel, mais l'étranger ne réagit pas. Quoi qu'il fasse, Rustin ne parvient pas à faire sortir l'acteur de son rôle. Il lui demande alors d'appeler son patron pour qu'il vienne les chercher, mais l'inconnu s'éloigne dans le champ de maïs. Agacé mais sans aucune autre solution, le jeune homme poursuit son chemin dans le labyrinthe, sans se douter qu'il va tomber dans un piège. En marchant sur le chemin, il aperçoit un épouvantail au loin, et il décide de s'amuser un peu. Il ramasse une orange et la lance directement sur l'accessoire, réussissant à atteindre sa cible. Satisfait, Rustin s'engage dans le labyrinthe et ne remarque pas quand l'épouvantail descend de son socle. Il s'agit en fait d'un membre de l'équipe, et Brandon en aperçoit un autre au loin. Mais au moment où il s'apprête à lui lancer quelque chose, quelqu'un lui coupe le bras. Surpris, il se retourne et se rend compte qu'il a été attaqué par un membre du personnel. Choqué, il tente de s'enfuir, mais c'est alors que la deuxième personne déguisée en épouvantail sort du champ de maïs. Brandon se retrouve bloqué des deux côtés et s'effondre sur le sol suite à sa perte de sang. Soudain, une voiture fait entendre son moteur au loin et les deux tueurs se dirigent vers elle, signalant au conducteur qu'ils ont une victime. Ils ne remarquent pas Mélanie sortir de sa cachette et se précipiter vers son frère, insistant sur le fait qu'ils doivent partir d'ici. Mais Rustin ne pense pas pouvoir survivre. Atteignant ses limites, il tombe face la première et s'immobilise sur le sol. La jeune fille est horrifiée à l'idée qu'il soit mort, mais son frère lui révèle qu'il ne faisait que plaisanter et qu'il a fait semblant de mourir. C'est une perte de temps précieux, et avant qu'il ne puisse s'échapper, la sœur est attaquée par un des épouvantails. Elle lutte pour le repousser tandis que son frère s'éloigne en rampant, déterminé à voler la voiture. Mais alors qu'il se relève, le chauffeur l'écrase avec la voiture, ce qui fait une victime, et il en reste 3. Horrifiée, Mélanie sort rapidement son couteau et le plante dans le cou de l'épouvantail, le tuant avant qu'il ne puisse réagir. L'autre épouvantail se rapprochant d'elle, la jeune fille s'enfuit en espérant trouver la sortie. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ferme, Brandon se réveille attaché à un lit d'hôpital et il voit la femme psychotique lui appliquer une crème sur les jambes. Ça lui donne la chair de poule, et il demande ce qui se passe. Mais la femme s'éloigne et prend un outil étrange. Elle lui explique qu'il s'agit d'un dermatome, et que c'est ce qu'ils utilisent pour peler la peau des victimes de Fear Farm. Ok, tout ça est terrifiant. Brandon a été kidnappé pour que cette famille de cultivateurs de maïs puisse prélever de la chair de son corps, et ses amis se font attaquer par des tueurs en série. S'ils ne réussissent pas à s'échapper rapidement, ils seront tous tués. Mais si Rustin ne se comportait pas comme un parfait idiot, il aurait peut-être eu plus de chances de survivre. Quand il a rencontré le premier fermier dans le labyrinthe, il a commencé à le contrarier parce qu'il ne sortait pas de son personnage. Et pour quelqu'un qui avait trop peur de venir ici à cause des rumeurs d'un incident lié à une secte qui s'est passée il y a 15 ans, c'est une chose très stupide à faire. Plus tôt, quand ils étaient dans le camion, il n'a pas arrêté de tirer sur l'entrejambe de tout le monde avec le fusil de paintball. Et ça n'a fait que leur donner de bonnes raisons de vouloir la mort du gamin. Il a même jeté des fruits sur les épouvantails. C'est donc pas un hasard s'il a été le premier à être tué. Mais il y a en fait une précieuse leçon à tirer de cette histoire. Quand votre vie est en danger, ne faites pas le con, parce que ça n'augmentera clairement pas vos chances de survie. En gardant ça à l'esprit, Rustin aurait dû facilement conclure que quelqu'un dans ce labyrinthe voudrait se venger de lui. Les communautés agricoles peuvent être très soudées, et si je me promenais dans un labyrinthe de maïs géant la nuit sans aucun moyen d'appeler à l'aide, je craindrais que quelqu'un en profite pour m'attaquer. C'est pourquoi j'aurais gardé la tête sur les épaules, écouté attentivement les alentours et utilisé la technique enseignée aux survivalistes et au FBI connue sous le nom de All Eyes. Il s'agit d'une technique qui permet d'analyser de grandes quantités d'informations à la fois afin de repérer des menaces, des cibles et des ressources. Mieux encore, cette technique est incroyablement facile à appliquer et vous permet de réagir plus rapidement aux informations visuelles. Tout ce que vous avez à faire pour débloquer cette capacité est de sortir à l'extérieur, là où vous pouvez voir l'horizon, et de rapprocher vos mains devant vous avant de les écarter lentement. Ensuite, concentrez-vous sur tout ce qui est visible entre vos mains, jusqu'à ce que vous atteigniez le bord de votre vision périphérique. Vous pouvez pratiquer cet exercice en marchant, ce qui vous aidera à remarquer les petits changements dans l'environnement et à y réagir rapidement. Bien que ça puisse paraître simple, cette méthode aide les chasseurs à trouver leur proie et à échapper aux prédateurs depuis des milliers d'années. Et c'est exactement ce dont il avait besoin pour éviter de perdre un bras. S'il avait vu ce géant, il y a fort à parier qu'il aurait encore son bras, et qu'il aurait trouvé un plan pour s'échapper. Si c'était moi et que je l'avais vu arriver avant qu'il ne me coupe le bras, j'aurais sauté en arrière, je me serais baissée et je lui aurais jeté du sable dans les yeux. Sa taille le rend beaucoup plus vulnérable à la fatigue, donc si nous pouvons l'épuiser et nous emparer de sa machette, nous aurons une bien meilleure chance de survivre à la nuit. La femme décide de lui faire une démonstration en direct, et il hurle de douleur alors qu'elle découpe un morceau de chair de sa jambe. C'est atroce, et elle lui fait comprendre que toute sa peau va être découpée.
Désespérée, Brandon la supplie de le laisser partir, mais elle lui enfonce un chiffon dans la bouche pour le faire taire. Elle continue d'opérer en prenant de plus en plus de chair, jusqu'à ce qu'il perde soudain connaissance sous l'effet de la douleur. Ça fait 2 victimes et il en reste 2. C'est alors que les autres membres de la famille entrent dans la pièce et amènent l'épouvantail, suppliant la femme de soigner ses blessures. En inspectant le corps, elle fait remarquer que l'homme est mort et qu'il n'y a rien qu'il puisse faire. Frustrée, la femme demande à savoir quels membres de staff sont encore sur le terrain, et les tueurs expliquent que l'un d'eux traque la sœur Mélanie, tandis que l'autre est à la recherche de la petite amie de Brandon. Pendant ce temps, la pom-pom girl avance dans le labyrinthe quand elle découvre un clown à côté d'un camion de glace. C'est vraiment flippant. La jeune femme demande depuis combien de temps le groupe de jeunes est là. En consultant son téléphone, l'homme révèle qu'ils sont dans le labyrinthe depuis plus d'1 heure et 20 minutes, ce qui signifie qu'ils ont perdu les 10 000 $. Frustrée, Wendy demande si un de ses amis a atteint la ligne d'arrivée, mais le clown lui répond qu'une cloche retentirait à ce moment-là et qu'elle n'a pas sonné de la nuit. C'est alors qu'il lui propose un petit délice sucré gratuit, et que son ami surgit, énumérant tout ce qu'ils ont sur leur carte. Mais la jeune fille refuse leur offre. Ils agissent de manière beaucoup trop bizarre, et voulant au moins obtenir les 5 000 $ en terminant le labyrinthe en 2 heures, elle poursuit son chemin. Wendy essaie de leur dire qu'elle en voudra bien plus tard, mais il n'y a plus personne près du camion quand elle se retourne. Tout à coup, le clown se glisse derrière elle et accroche une corde autour de son cou, la resserrant au point de l'étrangler. Il tire la fille vers lui alors qu'elle lutte pour respirer, mais la pom-pom girl le repousse et retire rapidement la corde de son cou. Elle le frappe brutalement au visage et court vers la sortie aussi vite qu'elle le peut. Mais elle ne quittera jamais cet endroit en vie. Ok, les choses se gâtent. 2 personnes sont déjà mortes. Les survivants ne savent pas où sont les autres, personne n'a pu sortir pour chercher de l'aide et ils ne peuvent pas appeler la police. Ça signifie que notre seule option est de nous échapper d'ici par nos propres moyens. Mais si Wendy avait fait attention, elle aurait pu utiliser la situation à son avantage. Mais avant toute chose, nous devons apprécier les talents exceptionnels de ce clown. Il avait probablement les chaussures de clown les plus silencieuses du monde. Le fait qu'il se soit déplacé et qu'il ait pu parcourir au moins 10 mètres aussi rapidement sans que Wendy ne le voie ou ne l'entende est un exploit vraiment surprenant. Une chose que les gens ne réalisent pas toujours, c'est qu'aussi paisible que cet environnement puisse paraître, le maïs est en fait une culture très bruyante. Même avec une petite brise, le bruissement des tiges de maïs est suffisant pour couvrir le bruit des pas. C'est pourquoi la pom-pom girl aurait dû faire plus attention à ce qui se passait autour d'elle, parce qu'un gars qui se comporte comme celui-ci n'est pas quelqu'un à qui on a envie de tourner le dos. Nous devons scruter notre environnement et trouver tout ce qui peut être utilisé comme arme. C'est pourquoi si c'était moi, dès que la corde aurait été autour de mon cou, j'aurais sauté et j'aurais enroulé ma jambe autour de la perche, le plus près possible de la base. Vu la façon dont il la tient, il y a très peu de chances qu'il puisse supporter le poids de mon corps et qu'il soit contraint de lâcher la perche. Si nous parvenons à l'arracher de ses mains et à la tirer, l'autre fermier quittera le camion pour aider son collègue. Et ce sera une occasion parfaite, parce que ça signifie que le camion de crème glacée sera vide. Et comme les lumières sont allumées, ça signifie que la clé est sur le contact. Si nous parvenons à les attirer tous les deux dans le champ de maïs, nous pourrons en profiter pour nous précipiter dans le véhicule et démarrer le moteur en veillant à utiliser la perche pour les empêcher de nous suivre à l'intérieur du véhicule. Maintenant, cette stratégie est évidemment très ambitieuse, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un plan de secours assez simple. Si nous ne parvenons pas à les distancer, nous pouvons toujours entrer dans le véhicule assez rapidement pour voir si l'un d'eux n'a pas laissé son téléphone à l'intérieur et prendre leur clé, afin qu'ils ne puissent pas nous renverser. Nous n'avons pas besoin de leur mot de passe pour appeler les services d'urgence, et tant que nous pouvons passer l'appel, ça augmentera considérablement nos chances de survie. Quant à Brandon, il a pris une série de mauvaises décisions qui l'ont conduit dans une situation où il n'avait que peu de contre-mesures à prendre. À tout casser, il aurait peut-être pu essayer de gagner du temps en répétant les derniers mots de la femme avec une inflexion ascendante. Il s'agit d'une technique connue sous le nom de mirroring, que Chris Voss, l'ancien chef des négociateurs d'otages du FBI, a souvent utilisé, et qui amène les gens à développer ce qu'ils viennent de dire sans même qu'ils y pensent. Ça semble simple, mais cette tactique est étonnamment efficace. Et quand elle est utilisée pour obtenir davantage d'informations des gens, ceci révèle des détails que nous pouvons utiliser contre eux. Si Brandon avait appliqué cette technique pour obtenir des informations et gagner du temps, il y a une chance infime mais réelle qu'il ait pu être retrouvé et sauvé à temps. Wendy poursuit son chemin dans le labyrinthe tandis que le camion de glace la poursuit. Mais il se rapproche et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne l'écrase. Agissant rapidement, la jeune fille prend un virage à gauche et parvient à éviter le véhicule. Elle sort de sa cachette en courant et tente de revenir sur ses pas. Mais elle est distraite quand son amie Mélanie sort du champ de maïs et remarque quelque chose derrière elle. La pom-pom girl se retourne et reçoit un harpon dans la jambe. Et les clowns continuent à rouler, entraînant la jeune fille pour qu'elle soit écorchée vive. Mélanie suit le véhicule en cachette, déterminée à sauver son amie et le traque jusqu'à ses silos. La jeune fille se faufile à l'intérieur du bâtiment, découvre l'étrange entrepôt et entend des médecins qui parlent de prélever quelque chose de donneur. La jeune fille ne comprend pas ce qui se passe et elle continue à regarder autour d'elle, désespérée de retrouver ses amis.
En se mettant à l'abri des regards, elle se heurte à un étrange sac suspendu, et elle se rend compte qu'il contient un corps enveloppé à l'intérieur. Mélanie comprend que ce qui se passe ici nécessite des victimes humaines. Elle recule en gardant un œil sur les gardes, mais c'est sa plus grosse erreur. Elle se heurte au géant masqué qui la saisit par le cou et l'étrangle jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Plus tard, Mélanie se réveille attachée à un fauteuil roulant et remarque que son amie Wendy est attachée à une table d'opération. Elle est horrifiée de voir que sa peau a été brutalement enlevée. Wendy s'excuse d'avoir insisté pour que le groupe vienne ici, terrifiée à l'idée de ce qui va se passer ensuite. Mélanie insiste sur le fait qu'elles sortiront vivantes de la ferme, mais c'est alors que le propriétaire Herschel entre dans la pièce avec sa famille de tueurs sur ses talons. La jeune fille s'efforce de se libérer de ses liens tandis que l'homme révèle qu'il recherche quelqu'un comme elle depuis 15 ans. Mais il précise qu'il est furieux qu'elle ait assassiné son fils. Il la tuerait bien, mais ils ont encore besoin d'elle pour une raison particulière. Et c'est alors qu'il demande à sa fille s'ils ont encore besoin de Wendy. La femme lui assure qu'il peut se débarrasser d'elle, et les filles le supplient de l'épargner. Mais l'homme se dirige vers la blonde et la poignarde sauvagement à mort. Ça fait 3 victimes, et il ne reste plus qu'une survivante. Furieuse, Mélanie jure de se venger du propriétaire, et elle exige de savoir pourquoi ils leur font ça. La fille explique à contre-cœur que le tampon donné au client est secrètement conçu pour détecter si quelqu'un possède un gène spécial. Et comme tous ses amis le possédaient, la famille les a attirés dans le labyrinthe VIP pour prélever leur peau. Ils transforment ensuite la chair en une crème pour le visage qui arrête totalement le processus de vieillissement. Et ils la vendent pour se faire de l'argent. Mais ce qui rend Mélanie si spéciale, c'est qu'elle possède la plus grande quantité de ce gène qu'il n'ait jamais vu. Ok, c'est de la pure folie. Ces fermiers viennent d'expliquer que chaque année, ils récoltent secrètement la peau des gens pour fabriquer une crème de beauté spéciale. Et si la situation n'était pas aussi horrible, je leur rirais probablement au nez. C'est une des choses les plus ridicules que j'ai jamais entendues de ma vie. Mais Mélanie aurait pu éviter d'écouter ces absurdités si elle avait pris quelques meilleures décisions. Tout d'abord, entrer dans un bâtiment inconnu sans aucune information est une idée stupide. Pour autant qu'elle le sache, il y aurait pu y avoir 10 hommes armés qui l'auraient tuée sur le champ dès qu'elle serait entrée. Si la jeune fille avait un peu réfléchi, elle aurait dû faire le tour du bâtiment et recueillir autant d'informations que possible avant d'y pénétrer. Tout ce qu'elle aurait eu besoin de faire, c'est de jeter un coup d'œil par les fenêtres ou d'écouter attentivement à travers les murs pour vérifier s'il y a de l'activité de l'autre côté et trouver le moyen le plus sûr d'entrer. Si c'était moi, dès que la voie aurait été libre, au lieu de me faufiler à la recherche de mes amis, j'aurais plutôt cherché une arme. Avec quelque chose pour me protéger, j'aurais été beaucoup plus en sécurité pour pouvoir explorer chaque pièce et surveiller prudemment les angles en évitant d'être repérée. Cela dit, il convient de souligner que si ces agriculteurs sont assez intelligents pour identifier un gène à l'aide de tampons, mettre au point un sérum anti-âge et tuer des gens à chaque saison des récoltes pendant 15 ans sans se faire prendre, ils pourraient être bien mieux lotis que de devoir gérer une exploitation de maïs. Ce qui est encore plus hilarant, c'est que cette personne nous a affirmé qu'elle avait un doctorat en biotechnologie. Et avec un tel talent, elle aurait dû trouver un moyen de faire pousser de la peau en utilisant nos cellules souches en laboratoire au lieu de les prélever sur des humains. Certes, ils n'ont peut-être pas les ressources nécessaires pour mettre en place ce type de laboratoire, mais malgré tout, ce n'était quand même pas leur seule option. Ces gens sont déjà des tueurs en série à part entière, alors que s'ils avaient réfléchi, il aurait été bien plus rentable de rejoindre un réseau criminel dans un pays où l'état de droit est bien moindre et de s'enrichir grâce à leur technologie révolutionnaire. Cette famille diabolique a beaucoup de talent, mais ils n'ont aucune imagination pour penser à long terme. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est exactement ce que nous pouvons utiliser pour nous maintenir en vie. Comme ils savent que ce sont nos gènes qui nous rendent spéciaux, je leur dirais que je viens d'une grande famille qui partage mon patrimoine génétique et que je serais prête à tous les vendre pour que leur peau soit prélevée à condition qu'ils me laissent m'échapper. Ce serait évidemment un mensonge, mais aussi terrible que ça puisse paraître, si nous faisions appel à leur cupidité, nous pourrions pousser ces fermiers à sortir de leur zone de confort et les forcer à mener des activités illégales en dehors de leur propriété. Ça augmenterait considérablement leurs chances de se faire prendre par la police, parce qu'ils seraient exposés aux caméras de sécurité, aux surveillances de quartier, et ils ne pourraient pas confisquer les téléphones de qui que ce soit pour se protéger. Ça garantirait aussi d'être maintenus en vie le plus longtemps possible, parce qu'ils s'attendraient à ce que nous parlions aux membres de notre famille en leur assurant que ces personnes sont dignes de confiance. Tant que nous leur offrons quelque chose qu'ils veulent désespérément au point de tuer, il y a de fortes chances qu'ils tombent dans notre piège et se fassent démasquer. Mélanie va devenir leur nouvelle vache à lait, et la famille doit la garder en vie pour prélever davantage de sa chair. Mais ils ne se doutent pas que la jeune fille est en train de se libérer les mains. Tout à coup, elle se lève en repoussant la femme psychotique et ramasse rapidement son couteau. Voyant que la jeune fille les menace, le propriétaire se moque d'elle, et il lui rappelle que même si elle parvenait à leur échapper, elle sera coincée dans un labyrinthe de maïs de 40 hectares. Un mois plus tard, la mère de Brandon se promène sur un marché de producteurs et distribue des prospectus à la recherche de son fils disparu. S'approchant d'un des stands, elle demande au vendeur s'ils l'ont vu, mais elle n'a aucune idée qu'elle parle à ceux qui l'ont assassiné. Herschel ment, disant à la femme qu'ils ne l'ont jamais vu auparavant.
La femme se retourne pour partir, mais la fille la retient. Elle offre à la femme âgée une crème pour le visage qui permet de rajeunir sa peau. Et la femme en applique sur son visage sans se douter qu'il s'agit de la chair prélevée de son propre fils. Dans le laboratoire, Mélanie se réveille brusquement dans un lit. Elle est toujours en vie, mais incapable de parler. La famille a exploité la jeune fille pour sa peau, et la fille du propriétaire entre dans la chambre, surprise de l'avoir réveillée. La femme lui fait comprendre qu'elle continuera à l'utiliser, et elle lui administre un sédatif pour la replonger dans un coma artificiel. La jeune fille est horrifiée, mais elle a appris une bonne leçon. Les labyrinthes de maïs, c'est franchement surfait. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Fear Farm? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!